Du risque d'escalade à l'annonce inattendue d'un cessez-le-feu, la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran est pour le moins difficile à décrypter. Alors les objectifs militaires ont-ils été atteints? Que peut-il se passer maintenant en Iran? Quelles leçons la région et la communauté internationale devraient-elles tirer de cet épisode? De tout cela, nous parlons ce soir dans le club Le Figaro International. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, essayiste, spécialiste du monde arabe contemporain et de l'islamisme radical. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris Sciences et Lettres, auteur d'une trentaine de livres, dont le dernier s'intitule « Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre », qui vient de paraître en poche dans une version actualisée. Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, sur lequel vous travaillez depuis plus de 20 ans, ainsi que sur l'économie du pétrole. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Iran, une puissance en mouvement, est paru en 2022. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service étranger du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'une douzaine de livres. Le dernier, sur le prince héritier saoudien, MBS confidentiel. Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, coécrit avec Christian Chesneau, chez Michel Lafon en 2024. Alors, la situation est fluctuante, on va dire, entre Israël et l'Iran ces temps-ci. Le président Trump a annoncé dans la nuit qu'il avait obtenu un accord de cessez-le-feu, un accord assez étrange, où une des deux parties accepterait pendant 12 heures de subir le feu d'Israël, en l'occurrence l'Iran, respecterait un cessez-le-feu pendant 12 heures de manière unilatérale. Est-ce que quelles observations vous avez retirées de Gilles Kepel de ces dernières annonces? Mais ça a un côté un peu vaudeville quand même, oui. Puisque le président américain, le Commander-in-Chief, qui est l'homme le plus puissant de la planète et qui, au fond, au moins depuis 1989, c'est-à-dire depuis la fin de l'Union soviétique, dirigeait d'une certaine manière l'architecture de paix mondiale. Il y avait des domaines qui lui échappaient, mais quand il disait quelque chose dans son domaine spécialité, c'était quand même son... Vous parlez du président en tant que fonction, oui, et pas de ça. Trump oui, en particulier. Non, pas lui, non. Et oui. Là, c'est absolument... oui, parce que chaque mot qui sortait de la Maison-Blanche était pesé au trébuchet et engageait toute la puissance américaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus brouillon, on va dire. Il s'est exprimé avec des mots que la morale du Figaro m'interdit de reproduire, même en anglais au micro, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'est pas obéi. Et l'allié l'allié israélien, qui avait déjà tiré parti de sa frustration pendant les négociations américano-iraniennes sur le nucléaire. Les Iraniens ne donnaient pas grand-chose comme concession. À ce moment-là, Trump a dit « ça ne va pas, on va utiliser la force ». Immédiatement, Netanyahou a utilisé la force. Ça a donné l'escalade d'aujourd'hui. Là, on a eu une arrivée des groupes aéronavals américains. La frappe massive, enfin, on suppose massive, mais on ne sait pas trop ce qu'elle a donné. On ne sait pas le résultat, mais elle est en tout cas massive. Elle a été massive, mais si elle a été massive et sans résultat, ça pose un problème encore plus grave. C'est vrai. Et donc, dit maintenant, ça y est, c'est la paix, bravo à tout le monde, c'est étonnant quand même. Et ce matin, il dit, allez, c'est la paix, et Netanyahou va bombarder Téhéran. Trump l'appelle avec ses mots crus. Et une partie des avions fait demi-tour. Alors là, on n'était pas d'accord entre nous. On regardait tout ce qu'on pouvait pour avoir l'air intelligent durant cette émission. On ne sait pas si des avions israéliens ont tiré ou si certains sont rentrés et n'ont pas tiré. Ouais. Les Iraniens ont tiré de leur côté. Et de tout ça, il reste que le président Trump qui vient en Europe, apparemment, dans un avion pour l'Europe. Oui, puisqu'il arrive ce soir à La Haye pour le sommet de l'OTAN. Oui, ça va pas être triste. Alors, il va arriver en pacificateur. Voilà, c'est ça. Thierry Coville, comment vous regardez cet épisode? C'est Trump le magicien ou... Oui, c'est compliqué de suivre. Bon, je pense que... il y avait quand même quelque chose qui était en train de se jouer. Alors, moi, déjà, j'ai assez de mal, comme je le dis d'habitude, j'ai assez de mal avec l'Iran, donc les autres pays, je laisse ça. Donc, j'ai semblé comprendre que du côté d'Israël, je crois qu'il y a une déclaration de Netanyahou qui disait « on ne veut pas une guerre d'attrition ».
Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des messages envoyés indirectement Ils disaient ces derniers jours qu'ils étaient proches d'avoir fini leur liste de cibles. Pas du tout. Enfin, j'ai compris. Si, hier, il y a eu une déclaration. Aux États-Unis, disant on est près de la fin de la guerre. Voilà. Oui, enfin, bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un a compris quelque chose que le fait que quelqu'un ait compris l'autre, le contraire, veut dire que ce n'est pas vrai. On est quand même dans un on est dans un univers trumpien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai compris, moi, c'est qu'effectivement, il y a eu l'entrée en guerre des Américains, mais les Iraniens ont réagi quand même assez calmement. Si on peut dire qu'on est quand même en guerre, etc. Donc, c'est un peu la méthode iranienne. On évalue les dégâts. Ensuite, ils ont montré plusieurs options. Donc, j'ai eu l'impression déjà de revivre ce qui s'était passé après, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'assassinat du général Qassem Soleimani début 2020. On sort des grands mots, on va sortir du traité de non-prolifération, on va attaquer les bases américaines, puis finalement... Mais les actes sont prudents. Ils ont fait une réponse proportionnée. Par contre, ce que j'ai aussi compris, bon, moi, ma source, j'écoute BBC Persan tous les jours, c'est que l'idée, c'est qu'ils avaient déjà affaire à Israël. Donc l'idée, c'était de résister à Israël. Et ils avaient mis en place une stratégie. Oui. Et qu'ils ne voulaient pas d'un conflit supplémentaire avec les États-Unis. Donc ça, je pense qu'ils ont envoyé le message, ce que j'avais compris jusque-là, le message à Trump, il l'a compris, ce qui est aussi important, parce qu'il a compris qu'ils bombardaient le Qatar, mais ils étaient obligés de le faire. C'était un peu un symbolique, ces 14 missiles tirés hier soir. Georges Malbruno. C'est exactement le même nombre de missiles iraniens que les grosses bombes américaines. Les grosses bombes américaines. Je crois que l'Iran a cédé face aux Américains de peur d'avoir à être défait face à Israël. Et pour les États-Unis, pour Donald Trump, je crois qu'après les frappes massives sur Fordo, le raisonnement de Donald Trump était le suivant: j'ai réglé la question du nucléaire et de l'enrichissement. Maintenant, on revient à pas business as usual, mais on repart un petit peu, on revient à la table des négociations, et pour les Iraniens, ça permettait aussi, toi qui, on les connaît bien, de sortir un petit peu moins humiliés, d'avoir à perdre devant Trump, qui d'une certaine façon règle la question de l'enrichissement, qui était le principal différend au cours des dernières négociations entre Witkoff et Arakchi, plutôt que d'avoir à perdre devant l'ennemi israélien. Et donc, on voit bien quand même, c'était, comme ça a été dit, la frappe iranienne sur la base d'Al-Udeid à Doha, c'est un monument de chorégraphie, parce que deux canaux... Les Qataris sont prévenus. Deux canaux disent au Qatar, et disent via le Qatar et eux-mêmes aux États-Unis, attention, on va frapper, la base est évacuée, les Américains vont dans les abris, et après... Et les missiles sont tous interceptés, sauf un. Les missiles sont tous interceptés, l'Iran appelle immédiatement après le Qatar pour dire, attention, vous êtes un pays frère, ami, etc. Et pour cause, c'est qu'on apprend que dans la foulée, le Premier ministre du Qatar joue les intermédiaires entre la Maison-Blanche et l'Iran, et finalement, il y a cet accord surprise de cessez-le-feu qui... Je voulais terminer, excusez-moi, parce que la stratégie iranienne, ils savent, de toute façon, c'est le cauchemar stratégique qui arrive, parce qu'ils n'ont pas d'aviation. Voilà. Donc, être attaqué par Israël, qui a quand même des F-35, etc., donc c'est leur cauchemar stratégique. Par contre, là où leur stratégie, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un moment de surprise le premier jour, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Le 13 juin, donc. Ils étaient quand même en train de négocier, il faut le rappeler quand même. Si vous voulez. Alors là, on reparlera du jeu de Trump. Tout le monde nous parle de la limite de 2 mois, ce qui est une fable, ce n'était pas vrai. Donc ils attendaient un 6e tour de négociation, donc ils ont été déstabilisés. Je pense qu'ils sentent quelque chose. Par contre, ensuite, c'est pour ça que... Bon, c'est pas parce que je connais l'Iran, mais je pense humilier, c'est peut-être un peu fort, parce que je pense que compte tenu de ce qu'ils ont subi, une attaque israélienne, leur grand ennemi, ils n'ont pas d'aviation, je pense qu'ils se sont ressaisis, et c'est pour ça que je voulais en venir, d'après ce que j'ai compris. Leur stratégie, ils ont compris, je pense qu'ils étaient prêts à un conflit long. Parce que quand on entendait du côté iranien, alors c'est ce qu'ils disaient, mais ils ne voulaient pas avoir un conflit avec les États-Unis en plus, ça c'est vrai. D'un autre côté, avec Israël, l'idée c'est on accepte des pertes, et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont quand même tout d'un coup ralenti, diminué le nombre de missiles qu'ils tiraient par jour, parce qu'on les économise pour rester dans le temps, et ils ont quand même compris aussi qu'un certain nombre de leurs missiles, ce qui était aussi, peut-être, je ne savais pas s'ils le savaient, mais ils ont vu qu'ils testaient le fameux bouclier. Voilà. Certains et ils ont vu qu'un certain nombre de missiles passaient. Donc, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait, je pense qu'ils étaient prêts, d'après ce que j'entendais. Alors là, le conflit avec Israël, ils considèrent que... On reviendra sur l'impact sur le régime, on va y consacrer du temps. Leur perception.
Oui. Le cessez-le-feu, il l'accepte, mais il considérait qu'ils avaient été attaqués et ils étaient prêts à répondre à Israël. On va revenir sur ce point un peu plus en longueur. À ce stade, je voudrais quand même qu'on essaye de comprendre la mécanique de ce cessez-le-feu très très étrange qui a été décidé. Alors d'abord, comment il a été négocié, il est sorti du chapeau presque miraculeusement en quelques heures. Il y avait des contacts. Oui, il a été imposé par Trump. Dans sa formulation, en tout cas. On va voir d'ailleurs la formulation de Trump. Georges l'a dit tout à l'heure, mais la manière dont il a été formulé, disons, verbalisé, si vous voulez, c'est du Trump pur jus. Oui, on va afficher sur l'écran le texte. La parole des États-Unis, aujourd'hui, n'a plus de valeur. Une séquence de 12 heures. Voilà. 2 séquences de 12 heures. Alors, ça va commencer dans 6 heures. Il y aura une séquence de 12 heures, à la suite de laquelle Israël commencera le cessez-le-feu au bout de 24 heures seulement. Voilà. Mais l'Iran au bout de 12 heures. Qui a inventé c'est vraiment du Trump? C'est de briques et de broc, parce qu'il n'y a pas... Ça peut marcher, ce truc-là? Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais... Il est en train de redresser le tir si finalement les Israéliens sont rappelés à leur base. Je ne suis pas sûr que ça ne marche pas parce que on a vu Benjamin Netanyahou faire une déclaration, il dirait qu'il n'y aurait pas d'autres frappes israéliennes sur l'Iran et l'Iran s'est engagé, je ne vois pas l'intérêt de l'Iran d'aller continuer quand même après. Comme ça a été dit, l'objectif de l'Iran, c'est de garder les Américains dans la boucle pour pouvoir négocier la fin de la guerre. Donc, je pense qu'on s'achemine vers un répit. Oui. Alors pourtant, les Israéliens, l'armée israélienne dit que le danger persiste, alors je ne sais pas s'ils font allusion au danger balistique immédiat, ou même au risque nucléaire qui serait persistant. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ont produit ces bombardements massifs du week-end. Ce qui est une des grandes surprises de l'affrontement, c'est qu'on ne savait pas de l'autre côté ce que les Iraniens avaient sous l'accélérateur. Oui. Puisque il semble... Sur le plan nucléaire, vous voulez dire? Non, et sur le plan balistique, je parle sous le contrôle de Thierry, pardon, Thierry Coville. Mais je ne suis pas sûr qu'on imaginait de l'autre côté que l'Iran avait une telle quantité de missiles. C'est quoi, 2-3 000 les estimations avant le... Ils en tiraient 10 par jour, donc faites le calcul. Oui, mais les Israéliens en ont détruit pas mal. Non, alors, mais il en reste des centaines, en fait. Ils ont détruit des lanceurs, mais... Pas forcément des missiles, d'après ce que j'ai compris. Ils ont détruit des lanceurs, mais... Il y a eu beaucoup de leurres, c'est ça, qui sont partis d'Iran et qui ont fait en sorte que les Arrows, c'est-à-dire les engins balistiques du bouclier de fer, ont été dépensés en pure perte. Ah bon? Et qu'aujourd'hui, il semble, enfin bon, je parle, aucun de nous n'est vraiment militaire ici, mais il semble qu'Israël se trouve précisément, les trous dans le bouclier sont venus parce qu'il n'y a pas assez de missiles antimissiles. Ce qui indique quand même que le renseignement iranien, dont on dit pique-pendre, pénétré par les Israéliens, nul, etc., avait quand même un certain nombre de connaissances, et les tirs qui ont été faits sur Israël ont été assez précisément ciblés. Quand on compare à la campagne de l'année dernière, où il y avait même des missiles qui atterrissaient en Cisjordanie, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. C'était en tout cas ciblé de manière à faire mal et à montrer à Bibi Netanyahou que de même que après le 7 octobre, il avait été incapable d'assurer la sécurité d'Israël par son impéritie, parce qu'il croyait qu'en faisant financer Hamas par le Qatar et en faisant en sorte qu'il se réjouisse de la contrebande qui passait grâce à ça à travers les tunnels du Sinaï, Sinoir aboierait, entre guillemets, mais ne mordrait pas. Catastrophe, 1200 Sinoir, le chef du Hamas, 250 otages. Et là, paradoxalement, cette offensive qui semblait être destinée à montrer qu'après Hezbollah, il pouvait de la même manière liquider les méchants iraniens, est beaucoup plus complexe à gérer, et surtout que, de nouveau, il y a des Israéliens qui sont tués par l'ennemi sur le sol israélien. Ceux du Hamas, c'était par le massacre qu'on a vu à la frontière avec la bande d'Eretz, et là, c'est par les cieux. Ça ne s'est jamais produit, avec cette ampleur en tout cas, dans toute l'histoire d'Israël. Et Netanyahou se trouve quand même si aujourd'hui vous avez la population israélienne évidemment bombardée, qui fait front, qui est solidaire, qui va aux abris. Néanmoins, Israël, qui est un pays où il y a une forte discussion politique sans concession,
considère que Netanyahou, après, a quand même pris des risques. Il s'est mis entre les mains des Américains en demandant et en obtenant le renfort de ces bombes massives de 13 tonnes. Est-ce que finalement il s'oblige lui-même à écouter ce que dit Trump dorénavant ? D'une certaine manière, lui sauve la mise à ce moment-là, oui. Puisqu'il envoie ses bombes. Ça. Mais après, Trump considère, bon, maintenant, ça y est, les gars, vous faites la paix, les deux chenapans sont punis au point, tous les deux, on leur tire l'oreille. C'est fini, tout va bien. Vous avez vu le communiqué d'hier soir, tout à fait étonnant. Je ne caricature même pas. Et là, aujourd'hui, un des chenapans, l'autre... L'amour, la paix, la prospérité. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, on est dans une situation complètement étonnante où le faiseur de paix, élu quand même, Trump a été élu par la base MAGA, Make America Great Again, plus d'intervention, isolationnisme. Il est en train de devenir ce qu'on appelle en anglais un warmonger, c'est-à-dire un fauteur de guerre. C'est une situation très étonnante. Alors, le clou de tout ça, c'est l'arrivée à l'OTAN, aujourd'hui, dont il a quand même annoncé que c'était irrelevant. Et on parlera peut-être du rôle des Européens, du non-rôle des Européens dans cette crise. Tout de même sur l'impact qu'ont eu ces bombardements et sur l'état actuel du programme nucléaire iranien. Est-ce que vous avez une idée des dommages qui ont pu être causés par ces bombardements ? Oui, c'est pour ça que... Thierry Coville. Bon, en tant que... Je suis économiste de formation, donc moi... Quand on me parle de politique, je dis quels sont les objectifs et j'essaye d'évaluer. Donc là, il y a deux grands objectifs, d'après ce qu'on a compris de Netanyahou. Alors, c'est quand même détruire la menace nucléaire. Oui. Donc, a priori, c'était détruire les capacités d'enrichissement de l'Iran. Et également, changer de régime. Il l'a dit dès le début. Je veux un changement de régime. Il a appelé la population iranienne à se soulever, etc. Netanyahou. Oui, Netanyahou, tout à fait. Donc, de ce côté, d'après ce qu'on sait, moi, d'après ce que je sais, parce que là, je suis à Paris, il se trouve que j'étais juste avant à Téhéran. J'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis parti un jour avant l'attaque. Mais là, le site de Natanz, d'après ce qu'on sait, en haut, là, ça a été rasé. Par contre, il y a tout ce qui est à l'intérieur. Comment savoir Alors, les Israéliens disent on a un peu touché, mais comment savoir parce que c'est quand même... Et qu'en disent les Iraniens à leur population ? C'est un peu la méthode, si vous voulez. Ils sont toujours très calmes. Ils répondent toujours de manière très rationnelle. Fordo, c'est pareil. Fordo, on évalue. Vous avez vu tous ces camions qui sont partis la veille. Oui, mais c'est des camions bennes. C'est pas là-dedans qu'on transporte des centrifugeuses. Quand j'entendais des titres si vous voulez, dans la presse, oui, c'est la panique, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je ressentais en écoutant les informations. Le système a tenu. Effectivement, il y avait l'idée on tue un chef, mais l'Iran, c'est pas ça. C'est un État. Ouais. Un vieil État, donc on tue un chef des passes d'Aran, on le remplace peut-être par un jeune qui est encore meilleur. Enfin, je veux dire, voilà, donc ils ont remplacé les chefs. Le système a continué de fonctionner. Pour répondre à votre question, je pense que ça va être compliqué pour le nucléaire parce que, si vous voulez, parce qu'ils sont au moins renvoyés quelques années en arrière. Il y a un point important aussi qu'il faut mettre en avant. La force du programme nucléaire iranien, elle est dans les cerveaux. Oui. C'est des centaines, mais sinon des milliers de jeunes Iraniens qui ont fait des doctorats en physique nucléaire. Ils sont quand même relativement bons dans ce domaine. Et donc l'élimination, on dit un quart environ des scientifiques clés du programme ont été tués. Oui. Donc il en reste 3/4. Georges Malbruno, il en reste 3/4, oui. Il en reste beaucoup. Et je crois que la principale inconnue aujourd'hui sur le nucléaire, c'est les fameux 400 kilos d'uranium enrichi, les éléments dont on ne sait pas où ils sont. Et visiblement, ils ont été transférés. Et les Iraniens le savent. Et voilà. Mais comment le Mossad, qui manifestement avait pénétré... Un point important, excusez-moi, parce que je tiens... Bon, je ne suis pas là pour... Je me retrouve... J'ai jamais été juriste, etc. Mais là, il faudrait vérifier, est-ce qu'on a le droit d'assassiner, parce que tout le monde prend ça pour argent comptant, est-ce que dans une guerre, c'est scientifique... Excusez-moi, c'est quand même un point... Non, mais c'est un point important, parce que tous les médias disent, oui, un scientifique a été tué, etc. Il y en a un qui a été tué dans le Guilan, je crois, un grand scientifique. Bon, est-ce que c'est scientifique? Moi, il se trouve que je vois un peu l'Iran. Vous pouvez être scientifique en Iran, parce qu'il y a un haut niveau d'études, etc., travailler, parce que les gens sont très nationalistes, travailler pour le gouvernement, vous n'êtes pas forcément copain avec la République islamique d'Iran. Donc quand j'entends comme ça, on a tué un scientifique, on a tué un deuxième, etc., je suis un peu gêné quand même, je veux dire. Est-ce que c'est un but de guerre légitime? On tue du savoir-faire. Oui, non, mais d'accord, mais l'idée, c'est est-ce qu'on a le droit, sur le plan du droit international, et quand même, on pourrait poser... Le droit international n'a pas vraiment été épargné dans cette crise depuis le début. On peut quand même rappeler... C'est une tradition israélienne depuis très très longtemps. On peut quand même rappeler qu'à force de ne pas le respecter... Non, mais le droit international existe, vous avez raison de le rappeler. Les Libanais n'ont pas été le meilleur champion, du reste. Depuis le... C'est pas non plus. Exactement, exactement. Si à force de dire, que ok, ça compte plus, personne n'a dit que ça comptait pas.
Mais on a mentionné comme un fait. Je rappelle aussi que les Iraniens, ils ont quand même, Saddam Hussein, il les attaque en 1980, il dit qu'il y a une menace existentielle, déjà avec la République islamique d'Iran qui va déstabiliser l'Irak, et il y a 8 ans de guerre, 500 000 morts de chaque côté. Ouais. Donc jamais condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc à force de dire que le droit international ça compte pas, on va avoir des conflits partout. Chacun va dire que c'est une guerre préventive parce qu'il y a une menace. Non mais c'est tout. C'est tout, c'est pas tout. Mais c'est justement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est sorti, me semble-t-il, depuis le 7 octobre, d'où ce bouleversement du monde que vous avez gentiment rappelé tout à l'heure. Le 7 octobre est vraiment une ligne de partage des eaux. Le système de 45, de l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, l'équilibre de la terreur, tombe en 1989 quand l'Union soviétique cesse d'exister, mais on a une OTAN qui est plus là contre le pacte de Varsovie, il n'y a plus de pacte de Varsovie, mais qui assure une espèce de nouvel ordre américain, plus ou moins, alors avec du terrorisme, avec le 11 septembre, etc., mais là, véritablement, avec le 7 octobre, l'ensemble de ces règles sont en train de voler en éclats. Et d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence directe du 7 octobre, puisque Netanyahou, d'une certaine façon, est lui-même pris en termes de politique intérieure dans une forme de fuite en avant. Il liquide le Hamas pour satisfaire la population, mais en même temps, il est en train d'exercer une hécatombe à Gaza, ce qui fait que les amis d'Israël sont de moins en moins nombreux de ce fait-là. Est-ce que la destruction des proxys, du Hezbollah en particulier, n'ont pas été justement la préparation nécessaire d'une certaine manière, et l'encouragement bien sûr, et personne n'a pleuré pour le Hezbollah. Vous n'aviez pas Rima Hassan qui faisait un bateau pour Nasrallah, si vous voulez, pour dire les choses clairement. Le régime de Damas n'a pas fait pleurer grand monde non plus, même si les suites sont un peu compliquées. Et d'une certaine manière, Netanyahou est pris dans cette spirale où il doit aller toujours un peu plus haut. Et comme l'a justement dit Thierry Coville, là, c'est quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même échelle. C'est un grand pays, 3 fois la France, 90 millions d'habitants. Oui, c'est ça. Georges Malbruno. Oui, Benyamin Netanyahou a remporté des succès tactiques, mais il n'y a pas de stratégie derrière. Et puis, je crois, le Hamas a été disloqué militairement. Il n'est pas encore complètement anéanti à Gaza. Le Hezbollah a été aussi très affaibli militairement, mais ça reste quand même la première force militaire au Liban. Et ils n'ont pas tiré une roquette sur Israël à la faveur de cette crise. Là, je crois, été vraiment sérieusement cognés. J'ai Bien l'impression qu'ils n'ont plus vraiment les moyens, même au Liban, d'agir, contrairement à ce qui se passe. Les moyens ou la volonté, je ne sais pas. Et l'Iran, aujourd'hui, il faudra faire quand même le bilan après. L'État a tenu, parce que comme ça a été dit, c'est un État. Les gardiens de la Révolution, c'est plus de centaines de milliers de personnes. Les dirigeants qui ont été tués, l'autre jour, j'interrogeais un diplomate iranien, il me disait, oui, c'était un peu à l'image des dirigeants du Hezbollah qui ont été tués, c'était des pré-retraités. Et comme tu l'as dit, il y a une capacité de renouvellement qui est éprouvée. Et donc de ce point de vue-là, la victoire de Benyamin Netanyahou est une victoire très incomplète en Iran, avec les réserves qu'on mettait sur le nucléaire. Sur un point, pour en finir avec cette question de que reste-t-il du programme nucléaire, les 450 kilos ou les 400 kilos d'uranium enrichi qui auraient été déplacés, vous croyez les uns et les autres que les espions israéliens, qui ont quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Iran, qui ont pu localiser l'endroit où les généraux se retrouvaient dès les premières frappes pour établir les plans de la suite, on peut déplacer 450 kilos d'uranium enrichi sans que le Mossad n'ait un œil là-dessus? Cette question est importante, mais si vous voulez, je voulais dire par rapport donc le programme nucléaire iranien, il y a toujours ce qu'ils ont dans la tête. Donc ça, on ne pourra pas leur enlever. C'est toujours là. Ils peuvent très bien, alors ça prend un peu de temps, ils savent comment fabriquer une bombe atomique. Donc ils ont plein de scientifiques, etc. Je pense que si une des questions, c'est avant l'attaque, il y avait l'idée en Iran qui était discutée, parce que c'était un débat, j'ai entendu plein de choses là sur les médias, ils voulaient devenir une puissance du seuil. Donc il faut être précis parce qu'on entend tellement. Donc c'est la différence, j'ai quelqu'un sur Internet qui a dit c'est la différence entre le conditionnel et le présent quand même. Donc une puissance du seuil, on a les capacités. Et il y a l'ancien ministre iranien, Ralazi, qui n'est pas un rigolo, il a dit, je crois, dans les 2 ou 3 mois, il a dit on peut faire une bombe atomique. Donc ce qu'a dit le ministre de la Défense français, enfin voilà, les Iraniens l'ont dit. Par contre, on n'a pas pris la décision politique de le faire. Oui.
C'était discuté. Par contre, je voyais par hasard des types qui disaient oui, bon, on réfléchit à un changement de doctrine, ce qui en Iran n'est jamais innocent. Donc, pour répondre ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire que, effectivement, la force de dissuasion que représentait le soutien à l'axe de résistance, ils ont bien compris que ça n'existait quasiment plus par les milices chiites en Irak et les Houthis. Donc, ils ont bien vu qu'ils n'étaient plus vraiment défendus, ils n'avaient plus ce qu'ils appelaient cette profondeur stratégique. D'un autre côté, ils ont commencé à dire, mais si on n'a plus de force de dissuasion, regardez, Israël est quand même venu nous attaquer lors de ces affrontements, est-ce que ce ne serait pas le moment de réfléchir? Alors, ils disaient un changement de notre doctrine nucléaire, ce qui voulait dire, dans le langage codé iranien, est-ce que ce serait pas bon d'aller vers la bombe atomique? Je pense que cette réflexion, alors elle est plus que renforcée. Avec ce qui vient de se passer, c'est un peu... Vous les voyez prendre une trajectoire nord-coréenne? Attention. Passer à la clandestinité totale? Que la perception iranienne qui a existé, qui les a conduits vers la bombe atomique au milieu des années 80, c'est... on est attaqué par Saddam Hussein, tout le monde aide Saddam Hussein, et le droit international ne fait pas son boulot, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais condamné. Donc on a besoin d'une force de dissuasion, comme d'autres pays ont. Donc je veux dire que, comme vous avez remarqué, il y a 2 jours, c'est le Conseil, alors c'est une commission du Parlement iranien, sécurité, qui a dit il faut sortir du TNP. Mais c'est encore un message. Oui, c'est pas une décision. Le Conseil, voilà, pour répondre à votre question, ils ne sont pas encore à la coordination. C'est une mise en garde. Au Conseil suprême de la sécurité nationale qui décide de... Ça fait partie des pressions que l'Iran pourrait exercer dans le cadre des négociations qui vont s'ouvrir. Donc, mais vous nous dites... c'est des questions... Non, mais ça, c'est des... Thierry Coville, vous nous dites que le régime est calme, qu'ils n'ont pas perdu leur nerf et qu'ils sont quand même très, très isolés. Internationalement, ils n'ont pas d'alliés. Ils se sont tournés vers les Russes, ils n'ont rien obtenu. La population ne les aime pas beaucoup. On a connu mieux comme régime solide. C'est plus compliqué que ça, si je peux me permettre. Expliquez-nous. Isolés, vous savez, ils ont quand même un soutien diplomatique de toute la région, je crois, à part la Jordanie. Donc, si vous voulez, en attendant, mais si vous attendez que... C'est une guerre quand même, hein. Je ne suis pas militaire du tout, mais c'est une guerre. Les autres pays réfléchissent avant d'aider l'Iran, parce que s'ils aidaient l'Iran, ils savaient qu'ils étaient aussi sur la ligne de mire. Donc, bon, ils ne sont pas vraiment surpris. En plus, je ne crois pas qu'ils aient demandé à leurs alliés régionaux, on a parlé un peu du Pakistan, mais ils n'attendaient rien d'eux. Par contre, c'est vrai qu'il y a une déception en Iran, mais ils sont soutenus par la Russie et la Chine, c'est leurs 2 grands alliés. C'est vrai que je lis des discussions en Iran, il y a une certaine... Vous savez, entre alliés, on n'est pas forcément des grands amis, mais... C'est des alliés stratégiques. Il y a une déception en Iran. C'est-à-dire, ils ont vendu des drones à la Russie. Ils ont aidé militairement la Russie dans sa guerre en Ukraine. Ce que vous voulez dire, ils attendaient en échange des avions. Ils ne les ont pas eus. Alors, c'est sûr qu'en Iran, actuellement... Peut-être même des missiles hypersoniques ou des choses qui... Là, pour répondre à votre question. Par contre, je pense qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des contacts avec la Chine et la Russie. Objectivement, vous ne les trouvez pas un peu isolés, quand même? Si vous voulez, c'est un peu... Moi qui suis l'Iran, peut-être depuis, j'allais dire, trop longtemps, c'est que ça, l'Iran. Depuis la Révolution, ils sont isolés. Donc, si vous voulez, quand on me dit, ça me fait un peu rire, c'est quand on me dit « Ah, mais oui, changement de régime demain », c'est quand même les dirigeants iraniens. Alors, ils commencent à être un peu... Je ne sais pas si vous voyez l'Iran des années 80. Ils ont fait la révolution, c'était la désorganisation. Ils ont décimé l'armée parce que c'était tous des traîtres qui avaient travaillé pour l'ancien régime, etc. Ils sont attaqués par Saddam Hussein, qui est aidé par tout le monde, toute la planète. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne jamais Saddam Hussein. Ils sont aidés par la Libye et la Syrie. On a quand même mieux comme alliés à l'époque, si vous voulez. Ils avaient des bombes sur la tête tout le temps et ils tiennent. 8 ans de guerre, c'était vrai. Donc, ils n'ont pas vraiment froid aux yeux. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce sentiment d'être isolé. D'ailleurs, c'est un peu la psyché iranienne. Enfin, je connais bien. C'est ce sentiment qu'on a l'habitude d'être envahi dans leur ADN. C'est pour ça que j'étais les gens qui disaient... D'être envahi ils ont été regardez leur longue histoire. Moi, oui, mais justement, il souligne, le guide a dit on n'a jamais été conquis, on est une nation... C'est pas vrai. Avant la République islamique d'Iran, il y a eu... sans embêter les gens, mais je crois que c'est en l'an 800, il y a les Mongols qui sont rentrés en Iran, qui ont tout rasé. Donc oui, il y a eu des invasions. Mais l'idée de l'Iran, c'est, dans l'ADN iranien, il y a « je résiste à l'invasion étrangère ». Ça, c'est vraiment dans l'ADN. Donc pour répondre aussi à votre question sur la population, je serais un petit peu plus sceptique. Il y avait une polarisation en Iran entre le MAGA iranien, donc tout ce que dit le guide, ils disent oui, ceux qui haïssent le régime depuis notamment 2022, et au milieu, vous avez la classe moyenne iranienne qui est très éduquée, qui veut la démocratie, mais qui ne veut surtout pas aller dans la rue. Ils ont vu ce qui s'est passé en Irak, en Syrie. Enfin, il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues, les jeunes, au moment du mouvement Femmes, Vie et Liberté, en 2022. J'écoute BBC Persan, voilà, mais c'est ma seule information. J'ai
pas vu un seul mouvement de protestation depuis le début de la guerre, contrairement à ce qu'on nous racontait, contrairement à ce que demandait Netanyahou. Et on a plutôt, pour répondre à votre question, on a plutôt le sentiment qu'il y a un nationalisme. Un réflexe. Et donc les Iraniens, juste pour vous dire, ce que j'entendais, c'est je n'aime pas la République islamique d'Iran, mais c'est l'Iran qui a été attaqué. C'est pour ça qu'on revient sur l'idée de c'est pas simplement la République islamique d'Iran, c'est peut-être l'erreur qu'a commis Netanyahou. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est Doshman, c'est l'ennemi qui a attaqué notre pays. Voilà, là, on rentre dans Georges Bruno. Beaucoup de réactions quand même, effectivement. L'agresseur, aujourd'hui, c'est pas le guide et les bassides contre les jeunes filles, c'est Israël. Donc c'était difficile de créer comme ça un mouvement populaire d'adhésion en faveur Donc on va trop vite quand on dit le régime est affaibli par ses frappes. En tout cas, le système sécuritaire tient bien. Il est sans doute très aujourd'hui séparé de la société, plus que jamais. Il y a toujours eu dans le chiisme ce qu'on appelle la taqiyya ou le ketman, c'est-à-dire que, à condition de ne pas affronter en public le pouvoir, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Moi, j'ai souvenir, Thierry Coville, qui est beaucoup plus sérieux que moi, n'a peut-être pas les mêmes souvenirs, mais les soirées à Téhéran Nord étaient absolument sans limite. Lui, oui, il connaît. Mais il y a une société souterraine en Iran qui s'amuse bien. Il suffisait de donner un bakshish au gardien de la Révolution qui était l'îlotier, si vous voulez. Et c'était vraiment illimité parce que tant qu'on n'avait pas l'affrontement, et au fond, le système tenait aussi comme ça, comme avec des soupapes de sécurité. En ancienne Europe de l'Est, dans la Tchécoslovaquie d'origine, tout le monde était sous, il passait son temps dans les partouzes, et comme ça, le Parti communiste pouvait gérer, si vous voulez. Et là, il y a un peu de cette dimension-là. Cela étant, on voit bien que, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas comment vous étiez peut-être encore là, Thierry, à ce moment-là, tous ces millions d'automobilistes qui ont fui sur ces immenses autoroutes style Los Angeles, parce que Téhéran et Los Angeles se regardent en permanence, enfin surtout dans un sens, plutôt dans l'autre, qui ont fui vers le nord, laissant la ville, alors que... donc ils ont pris une décision, là, ce n'était pas le régime qui leur a dit partez. Si vous voulez. Et on sent bien que ce pacte que le régime a réussi à faire d'une certaine manière grâce à Saddam Hussein, parce que c'est l'agression injuste, comme c'est écrit partout en farci sur les murs, de Saddam Hussein en 1980-88, qui a fait que même les pilotes du Shah, dit la légende, parce que si c'est vrai, mais qui étaient dans la fameuse et l'horrible prison d'Evin, qui a été bombardée symboliquement par Israël du reste, enfin, je ne dis pas, était vraiment bombardée, mais comme le symbole qu'elle représentait de l'oppression, même les pilotes du Shah qui allaient être condamnés à mort, ont demandé à reprendre leurs avions, il y avait encore des avions à l'époque, pour aller bombarder les Irakiens. Donc il y a ce sentiment nationaliste très fort. Le régime, tout le monde s'en fiche aujourd'hui. Même les gens qui mangent un mollah le matin cuit dans du vin ne veulent pas vivre dans la hantise de la fragmentation du pays, du chaos, de la guerre civile. Évidemment, Saddam Hussein et les suites Daesh, etc. Mais même la grande utopie des révolutions arabes il y a 10 ans, qui s'est traduit par la montée du terrorisme ou l'affirmation d'un régime autoritaire pire que ceux qu'on avait vus avant. Donc il y a ça qui est présent. On n'a pas l'impression qu'il y a une opposition structurée et construite, ce qui ne veut pas dire... À l'intérieur, et encore moins à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire, c'est même mon idée, si vous permettez, que le régime lui-même va continuer né varietour, parce qu'il y a quand même un responsable de ce qui se passe aujourd'hui, qui est le guide Khamenei, 86 ans désormais, qui a une vision du monde qui date il y a un certain temps. Il va bien falloir que quelqu'un il peut être remplacé à la faveur de cette crise. Et en tout cas, il devrait pacifiquement. Pacifiquement, sans doute pas, mais le système n'est pas complètement homogène, et surtout là, il a été soumis à rude épreuve. S'il s'en tire avec des expédients du fait aussi de caractère un peu particulier du président américain, ils savent gérer sa bizarrerie. Néanmoins, ils sont quand même très abîmés. Alors je ne sais pas quel est l'état de destruction des sites, des infrastructures, etc. Mais il va falloir que le leadership iranien, quel qu'il soit, change. Alors on a bien vu, du reste, qu'ils ont fait élire le président Pezeshkian, qui n'était pas du tout de la même... Considéré comme plutôt modéré. Oui, enfin en tout cas, aux critères. Haïti était celui qui avait dirigé lui-même la répression contre les femmes. Parmi les femmes que la racaille des Bassidj, des nervis du régime, allait bastonner, etc., vous aviez également des filles de gardiens de la Révolution,
les pères ayant fait des fortunes dans l'immobilier, l'extorsion, tout ce que vous voulez, les filles se sont modernisées, certaines sortent sans voile. Donc là, on avait un certain nombre de contradictions qui apparaissaient, si vous voulez. Puis regarde tout ce qui se passe en Arabie Saoudite. Pour l'Iranien de base, les Arabes sont des mangeurs de lézards. Et là, tout d'un coup, on voit l'Arabie Saoudite où les femmes sont sur les plages. Qu'est-ce que nous avons fait, République islamique, depuis 1979 Le pays est dans une situation de blocage. Donc on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de forces qui sont en bouillonnement. Certes, il n'y a pas d'opposition visible, etc., mais ça semble très difficile d'imaginer que le régime reste tel qu'il a été après les épreuves qu'il est en train de subir. Un mot quand même sur l'opposition. C'est quoi l'opposition? Il y en a une? L'opposition en exil, c'est quoi? C'est Reza Pahlavi d'un côté, les Moudjahidines du peuple, qui sont détestés par grande majorité des Iraniens. Qui ont collaboré avec Saddam Hussein. Qui ont collaboré avec Saddam Hussein. C'est le fils du Shah, Reza, qui n'est pas, comment dirais-je, un leader extrêmement charismatique. Et soupçonné d'être plutôt dans la main des Israéliens, lui plus aussi. Que soupçonné. Il est discrédité par les Iraniens. Il s'est rendu en Israël. Il est allé en Israël, il est allé prier au mur des lamentations, il n'a pas eu un seul mot pour les Palestiniens, mais il y a une petite quand même nostalgie à chaque fois que je vais en Iran, chez certains Iraniens de l'époque du Shah, c'est pas énorme. Moi, c'est plutôt le père du Shah. Enfin, c'est le Reza qui est considéré donc, mais il ne représente pas un avenir. Donc, ce qui fait que les Iraniens aujourd'hui se disent, on n'aime pas ce régime, mais on a entendu toute la diaspora iranienne, en particulier en France, souligner qu'aucun changement ne pourrait venir de l'extérieur, ce qui n'était d'ailleurs souhaitable de l'extérieur, et que c'était la société civile. Oui. Mais la société civile n'avait pas structuré. Si je peux me permettre, simplement, le régime, là, effectivement, a montré une certaine résilience, mais une guerre longue, c'est pour ça que je suis un peu en désaccord, une guerre longue qui affaiblirait les centres de pouvoir pourrait, à un moment donné, encourager la population, peut-être, à sortir dans la rue, et on se souvient d'avant en 78, pourquoi le régime du Shah est tombé? Parce qu'il y a eu la jonction entre la population et les forces de sécurité qui ont tourné kazakh. Là, jusqu'à maintenant, les gardiens de la révolution, les Bassidj, sont fermement loyaux, solidaires du régime. Mais à un moment donné, je ne sais pas si ça arrivera, mais le danger pour le régime, c'est s'il y a cette jonction entre la masse des Iraniens qui sont silencieux aujourd'hui, mais qui pourraient ne plus être demain, et une partie des forces de sécurité. Une partie des gardiens, une partie des gardiens, sont beaucoup plus jeunes, qui ont maintenant leur légitimité religieuse. On n'est pas à ce stade-là, mais le régime, tôt ou tard, pourrait être confronté quand même. Avec un risque de baisse d'influence des religieux au profit de l'appareil sécuritaire. C'est toujours bizarre de revenir, parce qu'il y a un point important. Je pense qu'on commet une erreur, parce que je l'entends beaucoup, séparer, parce que tu voulais faire, mais séparer complètement, veut dire le méchant régime et la gentille société, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, si vous voulez, ces Iraniens... Votre formulation est quand même étrange, parce mais la société a raison. Non, mais si vous voulez, le citoyen ordinaire... C'est un très bon journaliste suisse qui avait vécu en Iran et qui m'avait dit cette formule-là, et je pense que c'est très vrai, parce que 80% de l'économie, par exemple, appartient au secteur public, au secteur parapublic. Oui. Donc la société, elle travaille pour le secteur public. Ces fonctionnaires qui tiennent la société, etc., ils sont d'abord... Je pense que ce qui tient l'Iran depuis un moment, c'est le nationalisme beaucoup plus que l'islamisme. Et ça fait un moment que c'est comme ça. Donc si vous voulez, il y a effectivement... Alors, il y a les mosquées sont vides. Il y a une culture iranienne qui est... On ne dit jamais les choses directement. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué pour les dirigeants de la République islamique d'Iran de dire, on est passé à autre chose et maintenant il faudrait que... ils ont quand même fait la révolution, on sait très bien quand on fait la révolution, on attend un petit moment avant de dire, les idéaux révolutionnaires. Donc je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Et je pense que les Iraniens, il ne faut pas oublier aussi, il y a un très haut niveau d'éducation. Moi je suis toujours frappé en Iran de la maturité politique des gens. Par exemple, ce qui a fait échouer, le mouvement de 2022 a été une grave crise politique. Mais très clairement, pourquoi les ouvriers ne sont pas allés dans la rue, pourquoi les autres classes sociales ne sont pas, ce que tu disais, sont liées à ce mouvement, c'est que du côté des Iraniens... Femmes, liberté, je crois. Femmes, vie, liberté. Et c'est qu'ils ne voient pas une alternative, qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est important quand même. Bien sûr. Les Iraniens, ils veulent savoir, ils ont fait la révolution en 79, ce qui leur est tombé sur la tête, ce n'était pas vraiment ce qu'ils avaient prévu. Oui, ça, donc avant de leur dire, c'est facile d'être ici et de leur dire, sortez dans la rue, etc. Ils disent, oui, vous êtes gentils, vous. Ils veulent savoir ce qu'il y aura après. Ils veulent savoir, ils veulent voir une alternative politique crédible. Et pour 1 milliard de raisons, ils ne la voient pas. Donc
autre point important, c'est qu'il y a eu les dernières élections présidentielles en Iran. C'est vrai que, alors c'est toujours pareil, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, il y a eu 50% de taux de participation. Alors c'est le plus faible taux de participation aux élections présidentielles, je crois, depuis la Révolution. Donc c'est vrai qu'il y a une crise de légitimité. D'un autre côté, il y a 50% de gens qui sont allés voter pour Pezeshkian. Parmi les gens qui sont allés voter, il y a peut-être des gens qui ont manifesté lors de la crise politique Femmes, Vie, Liberté. Ce qui veut dire que c'est plus compliqué, vous voyez, que des gens qui sont contre le régime. Il y a des gens dans ces protestataires qui se disent, bon, Pezeshkian, il représente une évolution. Ça peut être des gens. Je vous dis simplement, un jeune Iranien, j'ai entendu 800 personnes, j'ai trouvé sa formule pas mal. Bon, avec Pezeshkian, si on vote pour lui, on n'est pas sûr que l'Iran aille vers la Corée du Sud. Par contre, si on vote pour Jalili, on est sûr que ça va vers la Corée du Nord. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que... Jolie formule. Oui, je trouve élargissons un peu le spectre. Les voisins arabes dans la région, ils ont regardé cet épisode comment, Gilles Kepel ? Là, sur l'exemple du Qatar, et donc vous avez évoqué tout à l'heure, est particulièrement frappant. Le Qatar est quand même des pays, des pétromonarchies de la péninsule arabique, celui qui a été le plus proche de l'Iran. D'abord parce qu'ils contrôlent ensemble l'immense champ gazier du milieu que les uns appellent South Pars et l'autre North Dome. À part que les Iraniens ne peuvent pas tellement tirer dedans parce qu'ils n'ont pas le matériel. South Pars, c'est les Iraniens qui l'appellent ça et les autres l'appellent North Dome, oui. Mais donc les Iraniens, eux, ils n'ont pas les instruments pour l'utiliser. Donc le Qatar l'utilise fort, mais doit verser bien évidemment un solde compensatoire de l'autre côté. Et par ailleurs, quand le Qatar a été considéré par Trump numéro 45 lors de sa précédente tournée dans le Golfe, comme un État terroriste, avec l'aval des Saoudiens, des Égyptiens, des Émiratis et du Bahreïn, le blocus a fait que c'est l'Iran qui nourrissait le Qatar, qui d'ailleurs payait très bien en légumes frais avec la Turquie aussi, l'axe fréro-chiite de l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, donc le Qatar, qui est quand même assez proche des frères musulmans, il faut rappeler que la révolution iranienne n'est pas seulement une révolution chiite. L'ayatollah Khamenei a traduit vers le persan les œuvres de Sayyid Qutb, c'est-à-dire du principal idéologue sunnite des frères musulmans égyptiens. Vous ne savez pas comme les salafistes, les frères musulmans. La révolution islamique a donné une espèce de pêche, si j'ose dire, à tous les révolutionnaires musulmans du monde entier, chiites ou sunnites. Je me rappelle, en 1980, j'étais jeune à l'époque, et j'étais en Égypte, j'avais eu une interview avec le chef des frères musulmans. Pendant que je faisais antichambre, le chargé d'affaires iranien islamiste, qui était là, était arrivé, parce qu'il a pas, je l'ai rencontré beaucoup plus tard, hiérarque, à Téhéran. Et donc à l'inverse, un écroulement du régime iranien aurait eu aussi et bien sûr, un impact si le régime s'écroulait, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est vrai que ça va avoir un effet psychologique très important, un peu comme, disons, la chute de l'URSS n'a pas entouré les régimes communistes. Alors, je ne sais pas, ça aura un effet sur la France insoumise, ça nous verrons, mais peut-être. Mais disons, cette espèce de sentiment qu'il y a un arrière-pays où règne l'utopie islamiste ou communiste, etc., si ça s'effondre, ça change un peu les choses. Et du coup, les régimes de la région sont très inquiets. D'un côté, arabes et sunnites, ils n'aiment pas trop la République islamique, qui a fait dont des mandataires ont bombardé le Hezbollah irakien ou les Houthis ont bombardé les raffineries saoudiennes à Khumeis et Abqaiq dans le passé, l'aéroport d'Abu Dhabi, etc. Mais un Iran qui s'effondre les inquiète beaucoup. Blocage du détroit d'Ormuz. Alors bon, la Chine en même temps important l'essentiel de son pétrole d'Iran par le détroit d'Ormuz, je pense a les moyens de dire avec, comme dirait Trump dans son rude langage, don't that. Je ne dis pas ça au Figaro. Et donc, mais ils sont extrêmement inquiets de cette déstabilisation. De l'autre côté, ils n'ont pas envie d'un Iran qui redeviendrait, un Iran fonctionnel, qui redeviendrait l'Iran qui avait la puissance du Shah, qui était le gendarme de la région, qui avait vérifié à ce qu'il n'y ait pas de révolution communiste au Dhofar, etc., et qui, à l'époque, faisait qu'Israël
était un interlocuteur, sinon de second rang, du moins n'était pas au-dessus de l'Iran par rapport aux États-Unis. Vous voyez. Donc il y a toutes ces dimensions géopolitiques qui, quand on regarde avec un tout petit peu de recul, la réconciliation saoudienne, iranienne, orchestrée par la Chine, ça tient toujours, ça? Pour l'instant, mais... Oui, elle tient. Les Saoudiens ont une priorité, c'est la stabilité, donc ils ne veulent pas de guerre. C'est pour ça que le prince héritier Mohammed bin Salman a dit à Donald Trump d'y aller mollo sur l'Iran. Donc il y a pas de confiance parce que les Arabes du Golfe soupçonnent à juste titre l'Iran encore d'avoir quelques visées déstabilisatrices, mais il y a un réalisme qui fait que on ne veut pas de guerre et l'Iran fait partie de notre voisinage et qu'on doit s'entendre avec lui. Donc voilà, c'est pour ça que hier, dès l'annonce du cessez-le-feu, l'Arabie Saoudite, les Émirats sont félicités de ce cessez-le-feu parce qu'une guerre, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout pour eux. Un mot sur l'absence totale. Excusez-moi, parce que pour compléter ça, c'est que c'est vrai qu'on vit un moment clé, parce que je pense, moi, qu'il y a quand même une certaine unité nationale du fait de cette guerre. Bon, la question qu'on pose dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que le pouvoir va en faire? Et donc, malheureusement, il y a plusieurs options. Il faut savoir qu'actuellement en Iran, les services de sécurité, c'est pour ça qu'il y a un État, alors c'est pas l'État profond, je sais pas l'État profond iranien, mais il y a un État qui fonctionne, des services de sécurité qui sont toujours très actifs. Ils sont en train d'arrêter à tour de bras tous ceux qui considèrent Donc il y a un durcissement? Non, c'est pas un durcissement. Ils considèrent qu'il y a eu quand même une pénétration du Mossad dans la société iranienne. Là, ils arrêtent plein de gens dans des provinces, etc. Donc, mais pourquoi vous n'appelez pas ça un durcissement? Non, mais si vous voulez, c'est du côté iranien, c'est une réaction pour eux, compte tenu de, quand même, la pénétration. Il faut voir, quand même, le Mossad savait où habitait tel chef des pasdaran. Donc, on a appris, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous savez, il y a eu une grève des camionneurs juste avant l'attaque d'Israël. J'écoute BBC Persan. Ah ben oui, il y a une annonce comme ça. Le président du syndicaliste a dit que la moitié des camionneurs grévistes étaient des agents du Mossad. Alors on commence à se dire, la pénétration, elle est quand même profonde. C'est du syndicat opposé. Oui, il n'y a pas de syndicat indépendant. Tous ceux qui le soupçonnent, ça va faire beaucoup de monde. Non, ce que je veux dire, ils peuvent utiliser ça. Ça va être une chasse aux sorcières. Ils peuvent utiliser ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Ils peuvent utiliser ça, effectivement, il n'y a pas qu'en Iran, ils peuvent utiliser ça comme prétexte pour, effectivement, durcir encore plus, si c'est possible. Il y a une autre possibilité, parce qu'il y a quand même deux mouvances en Iran qui s'affrontent. C'est la mouvance, on va dire, radicale, avec les pasdaran, l'ancien candidat à la présidence malheureux, Jalili, etc. Ils existent, ils sont puissants, mais ils représentent... Ils ont perdu les élections. Donc la majorité des gens veut la modération. Il y a les modérés. Est-ce que... Ça va se jouer, vous savez, le guide, il reçoit plein de gens, il écoute, il prend sa décision, ça va jouer autour du guide. Est-ce que le Pezeshkian et les modérés, on parle de Rouhani aussi, qui est toujours actif, ils vont aller le voir en disant, bon, profitez de cette période pour, quand même vous avez des gens, alors on peut en discuter, mais qui vous ont soutenu, ça a été dur, profitez de cette période pour, il y a plein de réformes internes, également d'avoir une politique extérieure, de laisser tomber, enfin laisser tomber c'est pas le bon mot parce que l'Iran dira jamais ça, mais d'être moins sur l'axe de résistance et plus sur des relations, ce que vous disiez, des relations normalisées. Donc vous voyez avec les Émirats. Possibilité d'une relative ouverture? Je vous dis que c'est actuellement en débat. Tant qu'il y a le guide suprême. Non, mais je suis d'accord, mais tout est jamais direct en Iran. Je pense que le guide, on lui propose des options, c'est pour l'instant lui qui va décider. Le changement de guide, dont je lis ça dans la presse, oui, le guide va changer, il y a un plan pour le remplacer. Moi, je serais quand même prudent. C'est un personnage central, c'est pas aussi simple que ça. Un mot sur l'Europe, si je puis dire, avant de la pauvre Europe, ce qui est important, c'est que tout l'axe de la résistance a été liquidé, enfin à part les Houthis, mais qui ne prennent pas. Parce qu'il faut bien voir à quoi servait le Hezbollah. À attaquer préventivement Israël, si tant est que quiconque ait voulu, Israël ou les Américains, attaquer l'Iran. Et parce qu'à l'époque, avant le 7 octobre, qu'il y ait 5 morts en Israël, c'était une catastrophe nationale. Aujourd'hui, la jauge a changé. Sinwar a massacré 1210 personnes et il a eu pris 250 otages. Et là, il n'y a pas énormément de morts, mais il y en a quand même sur le territoire israélien. Mais surtout, il n'y a plus de Hezbollah qui peut exercer de force de dissuasion. C'était l'arme de dissuasion iranienne, le Hezbollah. Donc,
la République islamique est exposée de face dans sa population, donc tout ce système, c'est le système qui a été construit par le guide. C'est pour ça qu'à mon avis, je vois mal comment ce régime peut le guide est nu. durer. C'est-à-dire, j'entends Pas tout bien, à fait, mais j'entends bien Thierry qui nous dit qu'il n'y a pas d'opposition, bien sûr, que la société est obéissante, mais il y a quand même des craquelures dans à l'intérieur de la logique même, de l'ADN du régime. C'est-à-dire, il y a des quelque fissures. chose qui n'est plus gérable. Non, mais ça, on le sait, les affrontements réformateurs. Non, mais après, moi, juste un détail. Vous avez raison dans le sens, après la chute de Bachar el-Assad. Il faut qu'on parle de l'Europe. On arrive presque au bout. On ne va pas régler toutes les questions qui se posent pour l'Iran dans cette émission. À cause de vous, il y a pas de oui, c'est de ma solution, faute. Mais il y en a une qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Trump a gagné dans cette opération sur le plan international? Est-ce qu'il le montre en étant passé à l'action et en ayant évité un engrenage, que finalement il est assez responsable, qu'il est décisif dans certaines circonstances? Est-ce que ça peut donner à réfléchir à la Chine, à la Russie de Poutine? Est-ce que vous pensez qu'il a marqué des points dans cet épisode, bizarrement? On peut poser votre question exactement en la mettant à l'envers, si vous voulez. Posez-la à l'envers, ça ne me dérange pas du tout. On n'a plus le temps. Mais vous voyez, et ça marcherait aussi. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, il a dit ce matin, on arrête de jouer tous les deux dans son coin. Il a ce talent de cocher toutes les cases. Oui, donc, oui, mais enfin, ça ne marche pas. Ouais. Et ça, c'est quand même... je pense qu'il faut qu'on attende la prochaine émission du Figaro Live, qui sera sur le sommet de l'OTAN, si l'OTAN existe encore après le passage de Trump. Bon, alors on a vu que les Européens, je voulais en parler, mais il n'y a pas grand-chose à en dire, ils ont été complètement mis sur la touche. Il y a eu une réunion à Genève la semaine dernière, et Trump a dit non, mais on n'a pas besoin des Européens. Et il a attaqué le lendemain. Ils sont totalement inutiles, et il a attaqué le lendemain. Il n'y a pas de cohésion. On a bien vu que Emmanuel Macron et le président allemand disant que finalement le chancelier disant finalement que Netanyahou faisait le sale boulot pour tout le monde, et Macron s'opposant à un changement de régime par la force. Il n'y a pas de cohésion. Et en plus, je ne pense pas que les Iraniens soient très demandeurs d'ailleurs d'une participation européenne, parce que les Iraniens, historiquement, traditionnellement, veulent négocier avec les États-Unis. Et donc, Witkoff, il faut espérer, et Arakchi, espérons, se retrouver. Mais vous ne voyez pas les uns et les autres des leçons géopolitiques à tirer de cet épisode? Ce que je peux dire, c'est que les Iraniens sont... ils retiennent, ils n'oublient pas, mais ils sont pragmatiques. Donc il faut voir que de leur point de vue, Trump les a trahis 2 fois. Ouais. En mai 2018. Ils avaient misé sur lui, selon vous? Oui, alors si vous voulez, c'est ça que j'étais un peu surpris, parce que moi aussi je me suis complètement trompé, on va dire, parce que j'ai répété, on m'interviewait pourquoi les Iraniens négocient, parce qu'ils pensent que Trump ne veut pas la guerre. Et c'est ce qu'il a répété. Je ne veux pas la guerre, donc je veux qu'on règle cette problème. C'est ce que pensaient aussi les électeurs de Trump qui ont voté pour lui. Oui, non, mais si on est un peu déstabilisé. Mais d'ailleurs, il serait là, il vous dirait qu'il ne veut pas la guerre. Oui, enfin, sans doute. D'accord, mais alors justement, c'est pour ça que cette ambiguïté, parce que il a quand même... Alors, je ne suis pas trop d'accord sur les négociations n'avançaient pas. Elles étaient compliquées parce qu'il y a un truc sur lequel... Oui, mais justement, ça, c'est rédhibitoire. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Oui, d'accord, mais si vous voulez, à partir... Écoutez, on a mis 2 ans... C'est engouffré dans la... On a mis 2 ans et demi pour avoir l'accord de 2015. Donc moi, je veux bien qu'on ait un nouvel accord en deux, comme on disait, Trump dit, en 2 mois. Oui, mais là, les Iraniens ont manqué de psychologie. Ils devaient savoir qu'avec Trump, il ne fallait pas s'engager dans 2 ans et demi de négociations. Non, mais pas 2 ans et demi, mais ils tiennent à droit à l'enrichissement. Et ils pensaient qu'avec Trump, négociant un accord avec un président républicain qui peut avoir... l'accord serait beaucoup plus durable qu'en 2015. Donc c'est vrai qu'ils ont été, ce que je l'ai dit, ils ont été très surpris. Et je pense qu'ils ont été... Enfin, ils ont été c'est fini, c'est définitif pour vous entre non, Trump quand on connaît la culture iranienne, ils ont été trahis, puis ils reviennent discuter. Un peu la culture. Ils veulent d'ailleurs continuer avec les... Et c'est ce que Trump veut aussi, non? Oui, Gilles Kepel, vous ne croyez pas que Trump veut renouer avec les Iraniens? Il est obligé aujourd'hui d'obtenir quelque chose qui ressemble à la paix. Ouais. Il a les élections de midterm qui viennent avant 2 ans. Sa base va se déchirer complètement. Et ceux qui avaient voté en disant Trump c'est la paix, pour l'instant, ils n'ont pas eu beaucoup de récompenses pour leur vote. Je vous réinviterai à la veille du prochain sommet Trump-Khamenei. Merci à tous les 3. Et pas sûr de revenir. Merci à tous les 3 pour vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.